Vincent, à toi. Très bien. Alors, et bonjour à toutes, au singulier, parce qu'elle est très singulière, et bonjour à tous. Ceci étant dit, par rapport au début des rencontres où on est passé, en gros, selon les conférences de 6 à 28, j'ai remarqué qu'il y avait toujours la même proportion nettement insuffisante de femmes dans les participants. Je ne parle même pas des intervenants, mais il est évident que dans ce domaine, il faudrait presque qu'on fasse une politique des quotas. Et c'est sûrement dû, bien sûr, au fait que les hommes, comme le dirait Sago Douvorou, qui va intervenir cet après-midi, sont absolument persuadés de leur puissance, de leur pouvoir dans tous les sens du terme, donc érectile aussi bien physiquement que mentalement, bien sûr, et que donc ils n'ont pas la moindre pudeur, alors que les femmes analysent la situation et considèrent bien souvent qu'elles ne sont pas à la hauteur de ce qu'on leur demande, ce qui, pour nous, est totalement faux, puisque nous ne sommes absolument pas à la hauteur de ce qu'on nous demande, mais nous le faisons sans la moindre gêne. Eh bien, laissons les gênes de côté et tournons-nous vers Stéphane Bonnery, que je salue et que je remercie et dont je me félicite qu'il intervienne. Donc, il intervient sur quelque chose qui relève profondément de l'ici et le maintenant, n'est-ce pas? Puisque si je m'en tiens au titre proposé, crise Covid, et ce qui évite d'évoquer le problème du genre crise de la Covid, crise du Covid, crise Covid et école statu quo impossible, tournant destructif ou transformation. Donc là, nous sommes au cœur de ce qui va être abordé. Bon, simplement, je peux rappeler, en espérant ne pas me tromper, que Stéphane Bonnery est maître de conférence en sciences de l'éducation à Paris 8 d'une part, et d'autre part, responsable politique actif au PCF sur les questions particulièrement de l'éducation. Je lui propose une intervention de 20 à 30 minutes. S'il peut s'y tenir, ce sera parfait, sur le titre que je viens de lire. Et je te cède la parole. Tutoyons-le, sa poitrine, je l'espère, n'est pas trouée. Je te cède la parole. Merci. Alors, juste, je n'ai plus de responsabilité politique et ça fait un petit moment, j'en ai eu, voilà. Et je suis entre-temps devenu professeur des universités, donc voilà, tant qu'à faire, autant le préciser. Pardon, mais dans la commission éducation, par exemple, au PCF. Ah, je continue à filer un coup de main, j'en suis marre, mais je n'ai plus de responsabilité au sens de voilà. Et je reste militant, mais disons que comme j'ai occupé cette fonction et j'ai eu à cœur de passer le relais sans accaparer la fonction, je suis assez fier de l'avoir transmise dans de bonnes conditions. Voilà, c'est plutôt le motif de fierté. Voilà. Donc, plus sérieusement, sur la commande qui est passée, je vais préciser, et ce n'est pas que de la pub, que je vais m'appuyer sur deux textes qui ont été publiés récemment. Le premier, un livre que j'ai co-dirigé et dont je me fais l'écho des travaux des collègues, parce que c'est un ouvrage collectif de 13 chercheurs en sociologie et en sciences de l'éducation au temps du coronavirus, et j'expliquerai peut-être tout à l'heure le clin d'œil qui n'est peut-être pas qu'un avec Gabriel Garcia Marquez. Et dans le numéro de La Pensée qui est sorti cet été, qui est le numéro 402, un texte que j'ai commis sur cette question d'actualité. Voilà. Donc, disons que le titre porte sur crise Covid et école, et j'aurais, quitte à rallonger un titre déjà trop long, dont j'ai déjà le secret, j'aurais dû dire crise Covid et crise de l'école, parce que ça aurait été plus juste. Ce que je vais essayer d'expliquer,
c'est que j'espère que vous m'entendez bien parce qu'il y a une tondeuse sauvage qui passe à côté. Et bon, voilà. Et donc, la crise Covid intervient à un moment où, évidemment, je vais l'expliquer, elle exaspère des choses. Elle fait probablement finir d'exploser un cadre qui était déjà bien vacillant. Mais évidemment, ce à quoi est confrontée l'école n'est pas entièrement dû à l'arrivée du virus. Donc, je n'ai absolument pas versé dans le propos complotiste qui consisterait à dire que tout était calculé depuis le début et que le Covid n'est qu'un prétexte, mais peut-être faut-il préciser que s'il est bon de résister aux pseudo-théories du complot, il est peut-être tout aussi bon de se méfier de ce que Haro, sur toute accusation traitée de complot, sert quand même à masquer le fait qu'il y a quand même des gens qui calculent en face. Il ne faut quand même pas rigoler, quoi. Bon, voilà. Donc, ce que je vais essayer d'expliquer, c'est que l'école était dans une situation de crise. Et pour moi, crise, ça ne veut pas dire tout fout le camp, c'est nul, etc. Ça veut dire qu'il y a des logiques contradictoires qui s'opposaient et qui étaient en équilibre instable depuis quelques décennies. La crise Covid rend impossible ce statu quo de façon pérenne. Alors, je vais m'attacher dans un premier temps à décrire quelle était la crise de l'école qui préexistait à l'arrivée du Covid. Je vais rapprocher le micro parce que la tondeuse, elle, se rapproche. Voilà. Donc, je suis agressé par une tondeuse. Finalement, et cette idée n'est pas de moi, hein, je la reprends d'autres auteurs qui sont résumés dans les textes, je ne vais pas prendre le temps de les citer, mais vous y référerez. On peut considérer les diverses séries de réformes de l'école, parce que c'était au XIXe siècle, ce n'était pas un système scolaire, donc je résistais au mot, de ce qui est devenu un système scolaire, comme finalement le résultat d'un mouvement dialectique entre logique de démocratisation et logique de sélection ou élimination sociale. Donc oui, l'école de la Troisième République était porteuse d'une vraie logique de démocratisation, au sens où il y avait un objectif harmonisé au niveau national pour tous les enfants des catégories populaires et des artisans, des petits commerçants, etc. Voilà, donc une volonté d'harmoniser un programme et ainsi que l'école échappe à la sphère du religieux, échappe à l'endoctrinement moralisant des patrons de fabrique qui créaient des écoles de fabrique. Et donc, il y a une vraie logique de démocratisation, mais ça n'est qu'une logique de démocratisation qui n'est que partielle, puisque simultanément, les mêmes gouvernements prévoyaient que cette éducation ne soit pas la même que celle des catégories supérieures, qui, elles, allaient dans les petites classes du lycée élitiste, qui allaient dans des congrégations privées, les collèges hérités des collèges jésuites et compagnie. Et donc, il y avait la coexistence de deux systèmes. OK, tout le peuple accède à un programme, mais pas le même. Très rapidement après, on a scolarisé les filles. Finalement, dans une société telle que la nôtre, l'écart n'est pas si grand, même s'il faut le noter. Et puis, le système a survécu jusque très tardivement chez nous, mais on ne va pas rentrer dans les détails, mais je pourrais, les progrès de l'éducation en Union soviétique, mais aussi aux États-Unis, en Angleterre, etc., où il y a eu des vagues de démocratisation scolaire avant la France, a poussé à ce que dans les années 50, à la fin des années 50 et au début des années 60, on harmonise l'école primaire et on ouvre la possibilité de continuer dans ce qui s'appelait les collèges d'enseignement technique ou les collèges d'enseignement secondaire. Donc, nouvelle phase de démocratisation, on peut étudier plus loin. Oui, mais sélection, pas tous dans les mêmes filières, immédiatement, un cloisonnement s'opère. Quelques années plus tard, rebelote, si j'ose dire, avec des gens du Sud, pour le collège unique, à partir de 1975, la réforme Abi. Il faudrait voir si le collège a été unique, mais enfin bon. Mais en gros, on dit uniformisation des programmes au collège, oui, mais juste derrière, la possibilité de poursuite d'études est réduite. Et ainsi de suite, chaque fois qu'on permet à une génération de poursuivre un cran plus loin,
des verrous sélectifs se mettent en place derrière. Et on le retrouve jusqu'à la création du lycée pro, puis l'accès à l'enseignement supérieur, mais pas dans les mêmes filières, des filières reléguées, etc. Et donc, il y a les deux logiques qui cohabitent. Bref, du début des années 60 au milieu des années 2010, finalement, pendant un demi-siècle, il y a un compromis qui a fonctionné dans notre pays. C'est qu'on a permis à toutes les classes sociales d'être candidats en droit à une prolongation d'études, voire à étudier plus longtemps que leurs parents, c'est quasiment le cas de toutes les familles, mais avec des problèmes de sélection à l'intérieur même des classes, par les notes, par la manière d'enseigner qui ne permet pas à tous d'apprendre, une sélection qui fait que l'orientation ultérieure est inégale. Donc, finalement, un double système et un compromis historique qui, vaille que vaille, a satisfait malgré les luttes, malgré les oppositions, et qui tenait jusque-là. Sauf que le maintien de ce compromis, passé par l'admission de toute une génération beaucoup plus massivement dans l'enseignement supérieur, et là, ça revient plus cher, que la crise s'installe durablement, que le calcul qui avait été fait par la social-démocratie française depuis la fin des années 80, en fait 89, 90, etc., et qui a été mis en place par, en gros, le gouvernement Jospin, l'idée de, allez, on rentre dans l'économie de la connaissance et il n'y aura que des classes moyennes en France et il n'y aura que des poches résiduelles de pauvreté, les classes populaires auront disparu. Voilà, on se rend compte que ça a fait pchit et que quel est le sens pour un gouvernement qui est avant tout comptable, soucieux de comptabilité, de permettre à une génération entière de faire des études sup, si derrière, au niveau de l'emploi, c'est compliqué, ça va faire des déçus, ça coûte cher, nanana. Et donc, la machine a commencé à se gripper déjà depuis une quinzaine d'années. On le voit bien, depuis la fin des années 90, début des années 2000, on voit des discours, le MEDEF qui monte au front, et est-ce que c'est bien utile, tatati, et c'est mieux sur le terrain. Bon, ces contradictions étaient là avant, mais on voit depuis 15-20 ans que l'opposition à la démocratisation va croissant et prendre du poil de la bête. Et il y a eu des gouvernements qui soit ont fait des tentatives de freiner, soit qui ont introduit le ver dans le fruit, quand même, parce que la logique des compétences à l'école primaire, ce n'est pas un gouvernement de droite qui l'a fait, quand même, il faut s'en rappeler. Ça veut dire qu'on individualise la formation, on rend l'élève responsable de ce qui va lui arriver et on dédouane un peu le système scolaire et surtout la formation, les conditions qui sont faites aux maîtres pour qu'ils soient en capacité d'atteindre les objectifs, de faire réussir tous les élèves. Et donc, ces réformes de l'enseignement par compétences, de l'individualisation des programmes, rappelons-nous quand même, le socle commun, c'est couper le programme en deux pour définir ce qui est vraiment obligatoire, minimal, et le reste en option. C'était déjà ça. Et ça, c'est pas la droite qui l'a mis en œuvre. Bon, voilà. Donc, cette individualisation qui rend l'élève auto-entrepreneur de ses apprentissages, et s'il n'apprend pas, il n'avait qu'à manifester davantage de volonté. C'est la logique de forme, un peu plus polie, mais à peine. Donc ça, c'était bien à l'œuvre. Et donc, ce système était tiraillé. La France a des ambitions démocratiques comme pas deux en matière scolaire, ça fait partie de notre histoire, mais c'est le pays le plus inégalitaire socialement de l'OCDE. Bon, en même temps, il faut y aller un peu plus nuancé, parce que quand on compare avec les pays nordiques, comme on nous le fait le coup habituellement, on oublie de dire que les pays nordiques ont bénéficié de 40 ans de politique sociale qui font que quand même il y a moins de pauvres et donc l'écart culturel avec l'école des familles est quand même moins grand. Donc il faudrait comparer du comparable, mais je n'ai pas le temps de développer tout ça. Et donc cette situation allait en s'exaspérant. Ça faisait quand même un certain nombre d'années que nous étions quelques-uns, et tu parlais de la commission éducation du Parti communiste, où on répétait cette histoire, ça ne va pas aller loin. L'antagonisme va s'exacerbant. Attention, méfiance, ils sont en train de s'armer, de préparer la suite, etc. Et on a raté des coches. Parce que, par exemple, en amont de l'élection présidentielle qui a vu être élu François Hollande, il y a eu le fameux appel de Bobigny, qui constitue, en gros, qui a l'appel de quelques organisations qui étaient larges, diverses, nombreuses, à empêcher la réflexion et en gros a pondu un texte de cadrage minimal
de ce qui devait être fait à gauche pour ne pas se fâcher, ne pas avoir le débat et battre la droite. Et bien sûr que je suis partisan de rassembler et battre la droite, sauf que ça a eu un effet ravageur sur la suite, c'est que du coup, on n'a pas discuté. Du coup, il fallait se mettre d'accord sur le minimum commun qui ferait qu'on ne s'engueulerait pas. Du coup, on était désarmés intellectuellement pour avoir une réponse face à ce qui nous est arrivé. Et je crois qu'on le paye très, 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 très cher. Et là, ce qui se passe avec Macron, c'est qu'il avait déjà des idées en tête sur l'école. Blanquer a dit très clairement pendant le premier confinement, une émission sur BFM TV, à Bourdin le matin, que finalement, de sortir de l'éducation nationale, l'éducation physique et sportive, ainsi que l'éducation artistique, c'était déjà un projet. Il ne s'est pas caché. Ils ont des projets. Voilà. Et le confinement est venu percuter tout ça, accélérer. Et je crois que ça a été en partie l'occasion pour le gouvernement de mettre en œuvre à grande échelle et au forceps, à grande vitesse, des réformes qu'il entendait conduire de toute façon. Et je crois qu'il ne faut pas le minorer, ça a contraint le gouvernement à certaines choses. Parce que s'il fallait sauver quelque chose entre la finance et les services publics, je crois qu'ils sont vraiment pris à la gorge. Et il ne faut pas le sous-estimer. Voilà. Donc, mettre en œuvre, quand Macron décrète le confinement le 12 mars, ou le 13, je ne sais plus, je crois que c'est le 12. Moi, je veux bien croire qu'à cette date-là, ils n'ont aucune certitude de la durée du confinement. Voilà, il ne faut pas être parano, etc. Mais il ne faut pas être naïf non plus. À cette date-là, ils ont envisagé plusieurs hypothèses. Et jamais ils n'ont énoncé que l'hypothèse du confinement jusqu'à l'été, donc jusqu'en septembre, allait se produire. Et ils ont fait tout pour empêcher que cette hypothèse soit envisagée, débattue, discutée. Ça a servi à quoi? Et là, il y a du calcul. Il y a du calcul. Parce que nous avons été un certain nombre à le poser sur la table en disant « Oh, mais là, on est parti pour 6 mois de déscolarisation. » Donc, je ne suis pas du tout fan de l'enseignement à distance. Je ne vais pas développer beaucoup dessus, on y reviendra si vous voulez. Mais à court terme, il n'y avait pas beaucoup de solutions. Voilà. Mais quand même, je veux bien qu'on n'avait pas de solution pour d'autres solutions de scolarisation en présentiel pour avril ou pour mai. Ça, je le crois. Mais entre le 12 mars et le 12 septembre, il y a 6 mois. 6 mois qui se sont écoulés, pendant lesquels on pouvait envisager de titulariser tous les gens qui avaient donné satisfaction dans les années précédentes. Donc, de pouvoir dédoubler les classes avec des effectifs, de recruter un plan massif, un bout de formation en urgence pendant l'été, des plans d'urgence, on en a créé après la guerre. Je ne dis pas que c'était la solution idéale, mais des solutions, il en existait côté recrutement de personnel, même si c'est compliqué. Et des solutions, il en existait pour réquisitionner les locaux et les mettre aux normes pendant l'été, pour couper les classes en 2, en 3. Tout a été fait pour empêcher que cette solution soit mise en discussion. Donc, on nous a fait discuter de quinzaine en quinzaine, en partie, il faut le croire, parce qu'ils n'avaient pas trop la vision à long terme, mais parce que comme ça empêchait de discuter des réformes, c'est pas le mot réforme, des réponses structurelles à apporter à un truc qui allait durer. Voilà. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est des mouvements contradictoires. Alors, je voudrais, je rate de l'heure, ça va. Parmi les idées qui veulent faire passer, il y a le fait que l'école publique, je ne pense pas qu'ils veuillent supprimer l'école publique au sens basique. Leur modèle, c'est le modèle anglo-saxon, où l'école publique, c'est celle qui scolarise ceux qui ne peuvent pas être ailleurs. Voilà, je pense qu'on se trompe, on n'est pas crédible si on dit qu'ils veulent supprimer l'école publique. Ils veulent supprimer l'école publique qu'on connaît avec ses missions actuelles. Ça, oui. Voilà, c'est pas pareil. Leur modèle, c'est que on va distribuer un enseignement, il ne faut pas le juger en disant médiocre, mais ce qui est estimé comme le minimum commun qu'un futur employable doit avoir acquis. C'est ça le modèle. Hein, un citoyen à peu près docile, éduqué et employable. Voilà. Quel est ce minimum commun? Ils l'ont défini
Et dans ce minimum commun, ils ont giclé des trucs. Et Blanquer veut encore en enlever. En maths, il y a des fondamentaux, le reste, c'est pas utile. En français, pareil, il faut savoir communiquer, s'exprimer, mais voilà, les textes, tout ça, on ne sait pas bien. Ça reste à clarifier. Est-ce que les sciences physiques, l'histoire, seront à terme dans ce minimum commun? Là, il y a un flou. Ce qui est sûr, c'est que l'éducation artistique et l'éducation physique, ils veulent les dégager et les confier au privé, officiellement à l'associatif, en tout cas pas l'école. Débrouillez-vous, collectivité, voyez si vous payez, sinon aux parents, etc. C'est finalement ce qui s'est passé à grande échelle pendant le confinement. Pendant le confinement, avec le numérique, qu'est-ce qui s'est passé? Les enseignants ont bricolé, ils ont fait comme ils ont pu, et ceux qui voulaient plus, il y avait des officines privées qui vendaient des cours, qui vendaient du tutorat en ligne. Il y avait des étudiants qui gagnaient leur vie en faisant des cours par WhatsApp avec des gamins. Et donc, ça, c'est le modèle de ce qu'ils veulent mettre en place. Pour eux, c'est l'école minimale. Et si tu veux plus, tu payes ou tu vas gueuler à la mairie ou tu vas voir des assos caritatives, etc. Donc, ça serait un service public minimal qui invite à ce que les compléments soient pris ailleurs, ou si ça ne te satisfait pas, tu vas dans le privé carrément. Et ça, c'est vrai pour les options, c'était déjà le cas au lycée. C'est-à-dire, si tu veux faire du latin au lycée et que tu n'habites pas un lycée de centre-ville ou Paris intramuros, tu le prends en CNED, c'est fini, ça n'existe plus dans les lycées de banlieue ou loin en province. Donc, tout ça, c'est un mouvement d'ensemble qui était déjà pensé. La crise Covid a fait que là où ils auraient dû prendre 5, 6, 10 ans pour le mettre en place, patatras, badaboum, char d'assaut, et on y va en 6 mois. Et donc, avec en plus le fait que la réforme du lycée, elle a quand même pour but de réduire considérablement le nombre de profs, puisqu'on fait des économies d'échelle avec les filières, on regroupe, on remet les gamins ensemble, tant pis le niveau, etc. Et à l'occasion de la crise Covid, ils ont essayé d'utiliser les outils informatiques pour caporaliser les enseignants. Alors, ça n'a pas bien marché, mais méfiance. Ça n'a pas bien marché parce que le cartable en ligne, quand tout le monde s'est mis à l'utiliser en vrai, alors qu'il l'utilisait qu'à minima, les enseignants et les parents, les capacités informatiques ne l'ont pas supporté, ça a planté. Donc, les enseignants pragmatiques ont utilisé des outils autres. Alors, c'est pas réjouissant non plus d'utiliser WhatsApp ou des groupes privés, des trucs comme ça pour l'enseignement public. Bon, voilà. Mais en fait, ils ont bricolé et ils ont fait des choses qui, dans ce bricolage, parfois n'étaient pas pertinentes et parfois étaient formidables d'ingéniosité, mais toujours avec de la bonne volonté, très massivement. Et c'est là que j'en viens à la question des convergences ou des divisions. C'est qu'on a vu émerger dans cette période quelque chose que je trouve de motif d'espoir. Parce que, pour moi, c'est une évidence, mais je crois utile de le rappeler parce que tout le monde n'est pas obsédé et spécialiste de ces questions. Il y a eu un gros mouvement de départ à la retraite chez les enseignants. Au cours des années 2000-2010, en gros, il y a plus de la moitié de la profession qui est partie d'un coup. C'est tous les baby-boomers. Et donc, on a recruté massivement et d'un coup, en baissant les effectifs, bon, ça c'est encore autre chose, mais on a recruté massivement et d'un coup auprès de publics qui, à part quelques académies comme celle où j'habite, qui est l'Académie de Créteil, ce renouvellement générationnel a été aussi un renouvellement des origines sociales des enseignants, beaucoup moins populaire dans le premier degré. La tendance est un peu moins marquée dans le second degré parce qu'ils n'étaient déjà pas très populaires. Mais tout ça n'est pas pour culpabiliser les enseignants actuels de leur propre trajectoire, sauf que on a eu affaire à des nouveaux enseignants qui ne savaient pas ce qu'était une famille populaire. Je fais juste une pause pour boire à 15 secondes. Des enseignants peu familiers des milieux populaires qui voyaient l'écart entre l'école et la maison être finalement interprété comme « oh là là, les familles populaires, qu'est-ce qu'ils sont loin de l'école ?» Et c'est la rhétorique faussée du handicap socioculturel. Parce que oui, il y a bien un écart culturel, mais dans une société de classe, si on veut enseigner la même chose à tous,
la plupart des gamins sont loin de la culture scolaire et c'est bien, c'est ça qui justifie le métier enseignant, c'est super. On ne va pas leur enseigner ce qu'ils savent déjà, super. On est là pour ça. Sauf que ça, l'institution scolaire l'a érigé en problème. Oh là là, les enfants, ils ne sont pas du tout scolaires. Ouais, c'est notre boulot, quoi, que de transformer des enfants en élèves. Et le fait de recruter des enseignants qui étaient moins souvent qu'avant issus des milieux populaires a donné prise à cette fausse idée, véhiculée parfois en formation, en tout cas avec l'absence de formation sur le sujet, et on était fragile. Or, avec le confinement, des familles populaires se sont retrouvées avec des messages perso d'enseignants, de directeurs d'école, de conseillers principaux d'éducation qui disaient « ça va, il y a des malades à la maison, et le petit comment il va ? Est-ce que, bon, j'essaie d'envoyer des devoirs, mais est-ce qu'il peut les faire ? Est-ce que vous avez de quoi imprimer ?» Qui prenaient soin, qui prenaient des nouvelles, qui montraient de l'attention. Et beaucoup de familles populaires qui avaient un rapport compliqué du fait de leur propre trajectoire à l'école ont découvert là des enseignants qui n'étaient pas tout à fait ce qu'ils croyaient. En miroir, les enseignants peu familiers des milieux populaires, à cette occasion-là, ont découvert des familles certes précaires, ont souvent découvert des conditions de précarité qu'en réalité ils ne mesuraient pas à ce point-là, et se sont dit, mais finalement, ces gens qu'on ne voit jamais, ils ne s'en foutent pas de l'éducation, ils ne s'en foutent pas de l'école, mais pour bon nombre d'enseignants, ils ont fini par comprendre que l'absence de visibilité des familles populaires était une forme de respect du maître qu'on ne contestait pas. Voilà. Donc là, il y a des choses qui se sont nouées, fragiles, ténues, mais qui constituent une espèce de possible. Et Blanquer a très vite senti ça, et il s'est engouffré avec toutes ses forces pour taper dessus, faisant passer les enseignants pour des décrocheurs qui ne s'occupaient pas, et s'il y avait des gamins. Voilà. La question de est-ce que les enseignants sont équipés informatiquement, complètement évacuée. Oui, il y a des enseignants qui n'étaient pas en contact avec les élèves. Il y a peut-être un ou deux tirs au flanc, ça peut exister, mais ultra massivement, les enquêtes que nous avons conduites montrent que ce n'est pas ça le problème. Qui paie l'abonnement Internet ? Il y a des enseignants un peu baba qui ne veulent pas d'Internet à la maison. Bon, ok, c'est le confinement, qu'est-ce qu'on fait ? Bon, alors, c'est pas de l'abandon des milieux populaires, c'est que leur mode de vie fait que la situation nous surprend et ce n'était pas prévu comme ça. Bon, quels ont été les moyens apportés par l'institution pour fournir du matos aux enseignants ? Réponse, bulle. Voilà, bulle. Dans le premier degré. Dans le second degré, c'est différent. Et donc, ces convergences se sont tissées et comme il me reste 5 minutes, il me semble que sur ces questions, convergences qui se sont esquissées entre parents et enseignants. Le gouvernement a vite attisé le contre-feu des divisions, voire en désignant des bons et des mauvais parents, etc. Mais il y a quand même des conditions objectives difficiles. Comment étudier à la maison quand l'école est basée sur l'écrit ? C'est ça l'école. L'école, elle est basée sur la culture écrite, la réflexivité et pas sur l'immédiateté. Les gamins de milieu populaire n'ont pas besoin de l'école pour avoir de la répartie et ne pas se laisser faire dans une joute verbale. Ils n'ont pas besoin de l'école pour ça. Par contre, se poser, analyser un texte, être dans la distance que permet l'écrit, là, c'est la culture scolaire. Là, c'est la culture savante. Et du coup, ça, le fait que la culture soit basée sur l'écrit, ça a posé un problème redoutable pendant le confinement, parce qu'il y a une grande différence entre les familles qui avaient une imprimante et celles qui ne l'avaient pas. Comment on fait pour remplir une fiche sur un smartphone avec des gamins maternels ? Mystère et boule de gomme. Mystère et boule de gomme. Quand bien même on a une imprimante, parce qu'il y a des parents qui ont fait de gros sacrifices financiers pendant le confinement. Ils ont commandé une imprimante, elles sont faites livrer, nanana. Bon, quand bien même on a une imprimante, il y a des phénomènes qu'on connaît depuis au moins Bourdieu et Passeron sur les implicites pédagogiques, mais que des collègues de mon équipe ont développé en raffinant, en précisant sur des malentendus socio-cognitifs, c'est-à-dire que le maître et l'élève croient qu'ils sont dans la même activité. Par exemple, il y a des gamins qui sont persuadés que quand on leur demande de remplir un exercice à trous, le but, c'est de remplir les trous. En aucune façon, ils n'imaginent que l'exercice sert à apprendre. Ça pose question. Dès la maternelle,
nos gamins, à quelques-uns qui sont là, je fais l'hypothèse que parmi nous, il y a beaucoup de gens qui ont des professions dites intellectuelles, nos gamins à nous, quand ils rentrent à l'école maternelle, eh bien, ils savent que quand la maîtresse pose une question, en vrai, la maîtresse, elle a la réponse à sa question. Parce que dans la vraie vie, quand on pose une question, c'est qu'on n'a pas la réponse. Hein. Il n'y a qu'à l'école qu'on fait comme ça. Et dans les familles intello, on a l'habitude des questions rhétoriques posées aux enfants pour que l'enfant se pose la question à son tour. Voilà. Ces micro-détails de la relation pédagogique, de la façon de présenter les savoirs, fabriquent au quotidien dans la classe tout un tissu de petites incompréhensions qui, si elles ne sont pas levées, participent des difficultés scolaires. Ça, on sait que ça existe dans la classe avec des professionnels de l'éducation formés pour. Alors, on imagine un peu, quand la fiche pédagogique est transmise à la maison, que c'est le parent qui se retrouve avec le problème. Donc là, les malentendus sont redoublés entre l'instit ou le concepteur de la fiche et le parent d'abord, et entre le parent et les gamins ensuite. Donc, ça a posé des problèmes qui ne sont bien sûr techniques, accès Internet, l'argent, tout ça, mais qui sont redoublés par des questions pédagogiques. Déjà, faire des devoirs à son gamin à l'école, ceux qui sont des gamins scolarisés, vous savez que c'est plus compliqué qu'avant, voilà, parce que l'école, il y a 70 ans, en histoire géo, il s'agissait de... c'était une histoire assez narrative. Aujourd'hui, il faut comprendre des phénomènes, quand même, il faut comprendre la sédentarisation, le processus historique en CE2. Hein, les programmes viennent de changer, j'ai parlé les derniers, mais juste avant, quand même, c'était ça. Et c'est ça que Blanquer évacue. Donc, quelque part, Blanquer veut simplifier, mais moi, ce qui me satisferait, c'est qu'on dise, précédemment, c'était un peu du délire de mettre ce type de contenu au niveau du CE2 sans créer les conditions pour que les enseignants puissent l'enseigner, mais ça pose un problème que de l'enlever, parce que du coup, où on l'apprend, et que c'est quand même ça l'école, où est-ce qu'on enseigne, où est-ce qu'on apprend, à accéder à ces processus. Voilà, qu'est-ce que les rapports féodaux, ces phénomènes d'interdépendance et de pouvoir, voilà, tous ces phénomènes-là. Et donc, ça, la crise Covid vient faire exploser le cadre qui était déjà bien à vif avant l'arrivée du virus. Et je pense que le mot de la fin, c'est qu'il y a des convergences sur lesquelles on peut travailler. Parce que qui a intérêt dans notre pays à ce que les gamins ne soient scolarisés qu'à mi-temps, comme le veut M. Blanquer, hein, modèle allemand, en début d'après-midi, vous dégagez, vous allez faire des activités privées, c'est ça le modèle. Qui a intérêt à payer pour accéder à ce qui est aujourd'hui pris en charge par les services publics, l'éducation artistique, l'éducation physique et sportive. Personne. Qui a intérêt, y compris parmi les cadres, les catégories intellectualisées du salariat, qui a intérêt à devoir faire 20 bornes le matin pour amener son gamin dans une école où on enseigne encore un peu plus que le minimum, je ne vois pas. Donc, tout le monde a intérêt à ce service public. Sauf qu'ils font tout pour nous diviser et que c'est là l'enjeu d'un certain nombre de débats qu'il nous faut avoir, mais qu'avec le confinement, ce n'est pas toujours simple. Mais je vois, moi, des motifs d'espoir parce que les syndicats enseignants, les associations de parents, là, il y a des motifs de préoccupation, il y a des gens qui prennent langue et qu'il y a des choses qui peut-être deviennent un espace de possible. Et que pour moi, le choix qui nous est laissé, ce n'est pas de défendre ce qu'était l'école il y a 8 mois. Ça serait une erreur. Le statu quo, pour moi, est impossible. J'ai essayé de l'expliquer. Le choix qui nous est posé, c'est soit il y a un grand tournant à droite, destructif du service public pour en faire un truc à minima, soit repartir sur des propositions à la hausse de comment il faut faire évoluer l'école, quels sont les contenus qui ne sont pas enseignés aujourd'hui. C'est quand même hallucinant qu'on n'enseigne rien sur les images. Bon, comment on fait? On ne peut pas multiplier 50 000 objectifs et dire aux enseignants débrouillez-vous avec le temps disponible. Comment on rationalise les choix? Comment on les organise de la maternelle au bac? Voilà. Et après, je pourrais revenir peut-être un mot sur l'importance des diplômes, mais j'ai déjà trop parlé. Oui, oui. Mais merci beaucoup. On aura l'occasion, je pense, d'évoquer d'autres choses, mais l'exposé est déjà en lui-même fort riche compte tenu du temps qui était imparti. Ce qui apparaît, enfin, à mon avis, la grande ligne, enfin la double ligne de ton exposé, c'est d'une part ce Covid
apparaît comme révélateur à la fois des effets déjà destructeurs de la société dans laquelle nous vivons et en même temps des possibilités ou des potentialités. Je dis de la société parce qu'on pourrait élargir dans d'autres domaines. On pensait souvent, enfin j'ai pensé pour ma part assez souvent à la situation dans les hôpitaux, hein, dans le domaine de la santé. Donc il y a effectivement ce domaine-là et puis toutes les incidences et tout le reste. Donc je propose d'abord à l'honorable ex-assistante, dans la mesure où elle est assez excentrée, uniquement dans ce sens-là, je propose donc des interventions possibles, si vous voulez, dès maintenant, soit poser des questions, soit faire des remarques à Stéphane. Est-ce que quelqu'un a la parole? Personne, personne, personne. Bon, eh bien, en attendant, je me disais, est-ce que dans, tu évoquais les autres pays européens, est-ce qu'on ne peut pas dire que Blanquer, d'une certaine manière, veut mettre en place un système scolaire qui se rapproche de ce qu'on peut trouver en Angleterre, en Allemagne ou en Grèce, par exemple, où déjà depuis de nombreuses années, l'école publique est quasiment HS et la seule façon qu'ont les jeunes Grecs de s'en sortir, c'est de se diriger vers le privé. Oui, tout à fait, tout à fait. Et disons que la période du confinement, moi j'ai suivi un peu ce qui se passait notamment en Espagne, où ils ont une crise sanitaire qui est au moins aussi importante que nous, voire davantage. Mais comme leur système était moins égalitaire jusqu'à présent en termes d'objectifs, finalement, ce que le Covid a provoqué dans le système d'enseignement est moins foudroyant, quoi. Disons qu'ils étaient déjà délités. Donc oui. Eux, s'est posé la question du confinement, de l'enseignement à distance, qui s'est aussi posé là. Mais j'ai moins l'impression que dans les pays où la dégradation avait déjà eu lieu, les attaques avaient été aussi virulentes et soudaines, quoi. Et peut-être parce que la France était le cul entre deux chaises, était l'un des derniers pays à ne pas avoir totalement basculé aux théories des nouvelles droites, quoi. Voilà. D'accord. Bon, Marie, apparemment, tu veux intervenir? Mais coupe ton micro, oui. Dominique a demandé la parole avant moi, donc je la lui laisse. Ton micro. Ouais, Dominique, il n'a pas l'air de... Ah bah dis donc. Je voulais laisser Marie intervenir. Hein. Oh, que c'est gentil. Bon, non, je regrette, Stéphane, d'être arrivé un peu en retard dans votre intervention. En fait, j'étais un peu surprise, un peu décalée au départ parce que je m'attendais à trouver Alfredo Gomez et je vous vois en train de parler d'un sujet qui nous est cher à tous. Donc, j'ai eu un petit moment d'adaptation pour comprendre un peu ce qui se passait. Mais ça y est, je crois que j'ai un peu compris. Et donc, c'est très intéressant. Je vous remercie, cette intervention, on va dire, très militante et très engagée, dont on vous remercie. Je voudrais quand même attirer votre attention sur un aspect de votre discours auquel il me semble qu'il faudrait faire attention, c'est-à-dire sur l'arrivée du numérique dans les enseignements. Alors oui, évidemment, ça a été un moindre mal, enfin malgré tout ce qui a pu se passer durant le premier confinement, mais cependant, j'ai beaucoup durant ce confinement travaillé sur ce livre qui est sorti, qui s'appelle « La fabrique du crétin digital » et que je vous recommande très vivement parce que l'auteur souligne combien nos enseignements ne sont pas faits pour passer par la voie numérique. Ça ne doit être cantonné qu'à la recherche de sources, de compléments d'information, parce que le problème, c'est évidemment posé pour les étudiants, c'est qu'en fait, ils ont beau dominer toutes ces techniques, ils ne savent absolument pas aller rechercher de l'information, ni surtout trier, ni hiérarchiser cette information, ni surtout aussi la mettre à distance. Et encore plus compliqué, évidemment, pour le primaire. Donc,
d'accord, ça a été une solution à moindre mal, peut-être une solution d'urgence, mais en aucun cas, je pense qu'on ne peut placer le numérique dans nos enseignements. Même si après, il ne sera plus comme avant, même si on ne peut pas revenir à la case départ, évidemment, on ne peut pas revenir à la case départ, parce que nous avons assisté à une destruction non seulement du service public de l'enseignement, mais aussi de la formation des enseignants. Vous n'êtes pas sans ignorer ce qui est en train de se passer au niveau des ISP, comment on a réduit drastiquement les volumes d'enseignement et les volumes d'apprendre à enseigner, et comment les malheureux stagiaires qui ont eu leur M2 cette année se retrouvent face à des classes pour lesquelles ils n'ont absolument pas été préparés. Et entre parenthèses, ça se voit par exemple au niveau des mémoires qu'ils proposent de faire, ils sont dans un niveau complètement théorique parce qu'ils n'ont pas été dans leur classe, ils n'ont pas pu se frotter à la réalité. Voilà. Donc, alors, en gros, c'est ce par quoi j'avais commencé au début et qui est là-dedans. Excusez-moi. Voilà. Et donc, mais pour le rappeler vite fait, il y a des chapitres entiers, il y a 2 chapitres entiers sur les difficultés de l'enseignement distanciel. Simplement, il me semblait utile je vais y revenir une seconde, mais il me semblait utile de montrer que cet enseignement à distance, avec les problèmes qu'il pose, je vais en redire un mot, fait système avec le reste. C'est-à-dire qu'il individualise la relation pédagogique et il fait de l'apprenant l'auto-entrepreneur de sa propre dynamique d'apprentissage. Et donc, c'est parfaitement raccord avec ce qui se développait déjà avec les options au CNED et pas au lycée, avec tout ce que j'ai décrit, je ne vais pas recommencer. Mais là où l'enseignement à distance pose problème, il y a ce que vous évoquez de savoir, comment dire, un outil ne prédétermine pas entièrement, même s'il en détermine une partie, quand même, il y a une part de matérialité, je reste un vieux matérialiste, mais un outil ne détermine pas mécaniquement l'entièreté des usages qui en sont faits. En tant qu'artefact, c'est une ressource, c'est un espace de contraintes qui limite les possibles, mais qui ne les limite pas complètement. Il y a un espace de possibles qui reste ouvert. Et effectivement, c'est souvent ça qu'on entend y compris quand on est dans des clubs sportifs et qu'on fait dans des associations. Moi, j'ai souvent entendu dire, parce que là, moi, je suis bénévole dans un club de sport, où tout a basculé au numérique pour les inscriptions. Et donc, les familles savent bien faire les courses sur le bon coin. Ben, justement, dans un espace hyper organisé, où finalement, on tape 3 mots-clés, on fait des clics, on met dans le panier et on met la carte bleue, ça, c'est un espace de possible très borné, qui est accessible à des gens qui ont un faible niveau de littératie. Voilà. Or, justement, remplir une fiche administrative, comprendre le langage technocratique de l'administration pour les impôts en ligne, ça c'est encore autre chose. Ou accéder à une diversité de ressources qui, à l'écran, on l'oublie trop souvent, s'effacent les unes les autres, alors que sur une table, on a une vision synoptique des différents documents que l'on peut exposer, eh bien, c'est 2 formes différentes d'usage. Et pendant le confinement, là encore, les inégalités se sont creusées. Je prends l'exemple de collégiens auprès de qui j'ai enquêté. Eh bien, il y a des collégiens qui ont été noyés sous la tonne de documents envoyés par les enseignants et les directions d'école, et les parents étaient aussi noyés parce que chaque document vient s'empiler dans la rubrique téléchargement. Et alors, pour le retrouver après dans le Capharnaüm, on fait comme on peut. Et puis, pour d'autres, l'occasion a été belle pour les parents formés, instruits, diplômés, qui ont un usage de la bureautique au quotidien, de dire aux gamins, c'est la bonne occasion, et je veux dire que j'ai fait pareil avec le mien, ceci dit, mais c'est la bonne occasion, l'ordinateur, c'est pas fait que pour regarder les conneries et pour jouer, justement, les documents, où on va les classer, comment on crée des répertoires, comment on change le nom du fichier pour que le prof, lui, avait sa logique pour le nommer, toi, tu te le retrouves avec une autre logique. Et tous ces trucs-là, ce sont des usages qui ne sont absolument pas innés, évidemment, qui s'apprennent, qui se forment, et que, justement, les gamins n'étaient pas prêts au même niveau,
et je ne suis pas sûr que l'école doive passer des heures et des heures à faire ça plutôt que des maths, du français, de l'histoire et des sciences, même si la question se pose dans une société où c'est de plus en plus numérisé. Et je voudrais insister sur l'enseignement sup, puisque vous en parliez, parce que la situation a été très inégalitaire aussi avec des apprenants beaucoup plus grands. Et je converge tout à fait avec ce que vous dites en complétant avec d'autres critères. Enseigner, ou plutôt suivre une formation, ça n'est pas seulement être confronté à des écrits. Il y a beaucoup d'étudiants, et c'est d'autant plus vrai qu'ils sont issus de milieux populaires, étaient en panne parce qu'ils ont besoin du cadre de la formation, des horaires, un lieu spécifique, un lieu où il y a quand même le prof et ça fait un peu honte de regarder ce Candy Crush en même temps. Bon, et donc, c'est un outil pour s'abstraire de son quotidien et de ses habitudes qui n'étaient plus à leur disposition. Quand on est dans la chambre avec le voisin qui dit « Allez, viens fumer un coup, viens boire un coup, etc. » On n'est pas dans l'espace entouré de livres, on n'est pas à une table, on n'est pas concentré vers un tableau. Or, plus les étudiants sont éloignés des attentes universitaires et plus ils sont dépendants de ce cadre qu'il faut s'approprier pour pouvoir le dépasser. Voilà. Moi, je suis capable de travailler chez moi parce que j'ai ingurgité, j'ai assimilé ce cadre. Et je sais combien c'était difficile quand j'étais tout jeune, parce que travailler à la maison, il y a toujours la tentation de bouquiner une BD, de faire autre chose, etc. Il y a le frigo qui est toujours là pour faire un sandwich. Au moment où tu as une phrase à écrire compliquée en plein milieu de thèse, et merde, c'est toujours le moment où j'avais faim. Et oui, bon, voilà. C'est un cadre qu'on a intériorisé et qui permet de dépasser le cadre. Voilà. Et donc, les étudiants sont très dépendants de ça. Et justement, sur la question des filles, dont Vincent parlait au tout début de notre séance, les travaux, les 2 chapitres qui sont là-dedans, qui parlent de l'enseignement supérieur, montrent à quel point ceux qui ont été les plus fragiles sont issus de milieux populaires, sont en début de cycle. Voilà. Les L1 sont plus fragiles que les L3, les M1 sont plus fragiles que les M2, etc., etc. Parce que les hausses d'exigence propres à chaque cycle, ben, quand elles ne sont pas accompagnées pour les raisons que je viens d'énoncer, ben, on y est encore plus vulnérable. Mais il y a aussi la question des filles. Parce que pendant le premier confinement, qui était un vrai confinement, alors que là, on est dans un truc un peu plus bizarre, pendant le vrai confinement, ben, dans les familles populaires, qu'on pense que ce soit bien ou que ce soit pas bien, c'est pas bien, mais c'est comme ça. Les hommes sont à l'extérieur, les femmes sont à l'intérieur d'habitude. Là, tout le monde était à l'intérieur. Les hommes prennent la gamelle d'habitude quand ils sont sur le chantier. Là, ils étaient à la maison. Qui fait la popote ? Qui aide les petits frères à faire les devoirs quand les parents ne sont pas suffisamment alphabétisés, lettrés pour accompagner ? Eh bien, les étudiantes de milieu populaire ont été particulièrement mises à contribution. Et il y a de nombreux témoignages dans le livre qui disent « Mais monsieur, je ne peux pas, j'y arrive pas. Quoi. On est 15 à table, il faut que j'aide ma mère. Ça n'en finit jamais parce que comme on est à la maison, jamais il se lève et jamais la table est débarrassée. Je ne peux pas m'isoler. Les petits frères à s'occuper pour les devoirs. J'y arrive pas, quoi. J'y arrive pas. » Voilà. Donc, toutes ces raisons cumulées font que l'enseignement à distance n'est pas une solution miracle. Alors, pendant quelques semaines, moi, je ne crache pas dessus, on n'avait pas d'autre solution, on a fait ce qu'on avait, mais ça ne doit pas être une solution durable. Et là où c'est un scandale, c'est que les enseignements qui sont tirés, c'est quoi ? C'est de nous dire, l'enseignement à distance, il existait déjà dans le SUP. On savait que ça marchait mal, puisque toutes les licences à distance, qu'est-ce qu'elles font ? Elles organisent des regroupements en présentiel pour ne pas perdre les jeunes. Voilà. Et encore, ces licences à distance ont un recrutement social plus élevé que les licences en présentiel. Donc déjà, les étudiants partent de moins loin et en plus, il faut les soutenir. Bon, voilà. Donc c'est dur parce qu'il faut s'automotiver, il faut s'autocontraindre. Donc dans le SUP, on sait que ça ne marche pas. Bon, ça marche moyen. Et ils nous l'imposent comme solution généralisée. Et sauf que pendant la fin du premier confinement, eh ben, ils ont fait passer un projet de loi, je ne sais pas s'il est voté ou pas, qui tend à généraliser l'enseignement, le recours au numérique pour l'école, pour les enseignements primaires et secondaires. Alors, jusqu'où ça va aller ? Est-ce que c'est pour des options ? Est-ce que on ne sait pas bien, ils cachent leurs cartes, mais on peut penser qu'ils ne sont quand même pas tout à fait fous. Ils ne vont pas transférer français maths, ce à quoi Blanquer tient, ils vont le garder pour le mi-temps de la matinée, et tout le reste, basculer vers du distanciel, basculer vers d'autres possibles, et surtout, contrôler les enseignants
parce qu'avec des outils qui servent officiellement à ce que les enseignants mettent cartable en ligne, c'est le moyen de contrôler, de caporaliser les enseignants. Est-ce que tu as employé la bonne méthode avec le manuel officiel que Blanquer veut imposer sur l'enseignement de la lecture? Et là, on bascule sur l'outil comme mode de contrôle et pas comme outil ressource pour la pédagogie. Merci. Compte tenu de l'heure, je crois, Dominique, qu'il faudrait que nous passions, voire que nous nous passassions avec une grande dépassation. Oui, tu as en partie raison. Non, non, on a jusqu'à 16 heures, il n'y a pas de problème. Sauf si vous voulez faire une pause de 3 minutes. Mais juste une question quand même. Stéphane, par rapport à… Je partage l'essentiel de ce que tu as dit. Mais après, je me pose une autre question. Je crois qu'il faut qu'on soit plus clair sur le projet de société qu'il y a derrière et sur les objectifs et le rapport notamment avec la réduction des inégalités sociales. Alors, je sais bien que ce n'est pas dans le projet de Blanquer et dans le projet du gouvernement, mais en même temps, on se retrouve confronté à un projet éducatif qui parle d'individualisation des parcours, qui, si on reprend l'évocation, je dirais, du projet de Marx dans sa vision, je dirais, du développement de l'individu, on a le sentiment que ça se rapprocherait quand même de ce projet-là. Or, là où il y a rupture, évidemment, parce qu'il y a quand même une rupture, là où il y a rupture, c'est que, et dans l'utilisation du distanciel, et dans l'utilisation de l'individualisation des parcours, on est dans une démarche qui vise d'une part à ne pas donner les moyens à l'éducation nationale de jouer son rôle, et à tous les niveaux d'ailleurs, hein, parce que c'est un extraordinaire moyen d'éviter de recruter des enseignants-chercheurs en nombre supplémentaire. Hein. Parcoursup avait réglé le problème par la sélection, hein, de limiter l'accès, ou en tout cas de faire une vraie gare de marchandises avec des filières très finalisées. Enfin bon, en même temps, il semble répondre à des questions de société importantes, et en même temps, il développe un projet de société qui aggrave les inégalités d'aujourd'hui. Bon, je sais qu'on partage les mêmes… Mais comment faire pour ne pas en rester sur le débat, par exemple, qu'il faut avoir, hein, sur le débat de l'outil, mais revenir aux questions d'enjeux de société et à quelle conception on a et du développement des individus et en même temps du développement des outils pour y parvenir, quoi. Alors, en 3 minutes, c'est pour ça que, en fait, peut-être que je ne sais pas bien le faire à 25 minutes, il me faut un peu plus, c'est pour ça. Mais tu fais bien de me tendre la perche. Il me semble qu'il y a 2 éléments de réponse au moins. Le premier, c'est que je crois que, ça dépend comment on le définit, mais l'individualisation qui nous est proposée est l'inverse de l'émancipation personnelle de chacun. Sans revenir à Feuerbach et compagnie, il me semble qu'au contraire, dans une vision progressiste, l'individu ne perd rien dans le collectif, l'être humain n'existe à sa spécificité dans le fait que la culture ne soit pas en lui à la naissance. Et donc, c'est en sortant de lui-même, on devient soi-même en prenant de l'autre. Voilà. Et c'est ça que Blanquer veut enlever. En fait, lui, sa conception, c'est on ne vous fait pas fréquenter la philo, on ne vous fait pas fréquenter les arts, etc. Vous le prenez si déjà vous l'avez en vous. Et c'est l'inverse. Or, l'émancipation de chacun, c'est surtout pas une vision individuelle, au sens de division des uns contre les autres. Il me semble au contraire que un gamin des milieux les plus populaires, on a gagné s'il a compris ce que c'était les arts, s'il a compris ce que c'était la philo, et que, en connaissance de cause, il dit ça me plaît, ça me plaît pas, mais je sais pourquoi j'aime, je sais pourquoi je continuerai ou pas. Voilà. Et que là, ce que produit Blanquer, c'est le filtrage en amont. On ne te permet pas de le découvrir et de comprendre ce que c'est. C'est simplement l'horizon des possibles et les goûts transmis par ton milieu social qui va faire que tu vas choisir après l'école de faire foot ou de faire trombone à coulisses. Voilà. Et que je n'oppose pas les deux,
mais ça permettrait un peu de faire les deux. Et donc, ça, la conception de l'articulation individu-société, ça me semble être un élément cardinal de est-ce que ça s'oppose ou est-ce qu'on gagne à être ensemble, et qui, sur le thème du colloque, pose la question de on gagne à faire ensemble. Voilà, je pense que les différentes catégories qui composent le salariat aujourd'hui en France et dans le monde ont des intérêts à avoir une école commune. Ils ont intérêt à ça. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Le deuxième point, et qui est en lien, j'avais dit il faudrait que je parle du diplôme, mais je le fais vite fait parce que c'est ça aussi, c'est une entrée sur la question de société, c'est que l'individualisation de l'enseignement, ce n'est pas une marotte qui les a pris un matin. Hein. Ça va de pair avec l'individualisation des parcours et donc de la reconnaissance des qualifications. L'idée de compétence, c'est bien que des gens qui suivent, on va dire, qui sont sur les mêmes bancs de l'école, de l'université, ne sortent pas avec le même papier, qui s'appelle licence de maths ou licence de je ne sais pas quoi. Ils sortent avec un référentiel de compétences qui soit différent de l'un à l'autre. Ce qui fait que sur le marché du travail, eux, ils ont un papier qui sécurise l'employeur sur ce qu'ils ont acquis, mais l'inverse n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas sécurisés sur le fait qu'ils auront la même reconnaissance des diplômes, puisqu'on peut les mettre en concurrence. Vous avez telle compétence, mais lui, il en a une autre. Quelles sont vos prétentions salariales à tous les deux? Ce qui était déjà le modèle des cadres est en train de se généraliser à tous les niveaux, et que la question du diplôme et de la reconnaissance des qualifications est une question décisive dans le rapport de force entre capital et travail aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc, on va passer à l'intervention.